Achtung, Achtung! Dies der Betriebsstand der ersten Schlachtstation Berlin. Die gemäßigten Forderungen befinden sich im Raum Hannover Braunschweig. Variace na Göllnera 3. Je jisté, že jsme někdy byli, anebo že jsme byli včas? Do jakých desek jsme to ryli? Obrazy černé pod obraz. A deště času myly, smyly, obrazy bílých měst a vsí. A tak tu jsme, pár básníků, co zbyli, a potulující se psy. Un élément qui caractérise la mentalité tchèque, c'est la non-évidence de l'identité tchèque. L'État tchécoslovaque fondé en 1918 est le résultat d'un compromis. Il y a une trop grande minorité allemande en Bohême pour justifier la création d'un État tchèque, une trop grande minorité hongroise en Slovaquie pour justifier la création d'un État slovaque. Du coup, on crée cette Tchécoslovaquie, cet État tchécoslovaque majoritaire par rapport aux différentes minorités, mais hybride par rapport à l'histoire de la nation tchèque et de la nation slovaque. À Munich, en 1938, Hitler demande l'annexion de territoires qu'on appelait les Sudètes, peuplés de population allemande, et il demandait le rattachement de ces territoires à l'Allemagne. Et la France et la Grande-Bretagne, qui étaient en principe les garants de l'indépendance de la Tchécoslovaquie, ont capitulé à Munich. Daladier et Chamberlain ont livré la Tchécoslovaquie pieds et poings liés à l'Allemagne, pensant ainsi éviter la guerre. Vient l'occupation nazie, la Seconde Guerre mondiale, le régime communiste qui complique les choses, bien sûr. Il y a, je pense, en tous les cas dans les milieux intellectuels, dans les milieux artistiques, une vraie volonté d'explorer ces questions, d'explorer le passé communiste. Donc, ce questionnement, qu'est-ce que c'est que d'être tchèque, c'est quelque chose d'assez présent tout au long du 19e et du 20e siècle. Et je pense que c'est un trait assez présent, assez significatif encore aujourd'hui. Lorsque les chars soviétiques ont libéré Prague, c'était le 9 mai, c'était justement l'époque où les lilas fleurissaient. Et je me souviens de l'odeur des fleurs et comment les gens ont jeté les fleurs sur les chars, ils pleuraient, etc. Et jusqu'à 1968, il n'y avait pas de troupes soviétiques sur le territoire tchécoslovaque. En Tchécoslovaquie, par exemple, quand les communistes ont pris le pouvoir avec Gottwald en 1948, ils avaient presque la majorité. Parce que les Tchèques se rappelaient, que les Allemands, avaient détruit leur pays en prenant les Sudètes, en reprenant les Sudètes, 2, en occupant Prague, 3, qu'ils avaient massacré des tas de gens, que les Français et les Anglais les avaient lâchés. Ils étaient pro-russes et pro-soviétiques, mais ils étaient slaves aussi. Donc, d'une certaine façon, en Tchécoslovaquie, la prise du pouvoir a été, entre guillemets, élégante, et presque régulière. Les gens n'ont pas senti qu'ils passaient sous un régime totalitaire. Parce que déjà, les partis communistes occupaient une place importante, un peu comme en France. La phase des années 50, qui est une période, je dirais, rouge sang, avec les grands procès politiques, des énormes purges, beaucoup de prisons et de camps de travail. Il y a eu cette décision dans les années 50, au début des années 50, d'ériger un grand monument à Staline. Le projet a mis plusieurs années à se concrétiser. Ce qui est assez particulier, c'est que le monument est inauguré bien après la mort de Staline, et même après que Khrouchtchev ait dénoncé les crimes de Staline en 1956. C'est un paradoxe, c'est une absurdité totale. Et au moment où il est inauguré, on commence déjà à parler du fait que ce monument n'a pas sa place ici et qu'il faut le détruire et l'enlever. On l'avait construit de façon à ce qu'il soit là pour les temps éternels, bien sûr. Pendant longtemps, le lieu est resté vide. Seules les marches qui menaient au monument sont restées et sont présentes encore aujourd'hui. Après un communisme de terreur des années 50, vous avez là une tentative d'accepter un régime socialiste, mais où on donne
à la société une grande liberté. La libéralisation est venue en Tchécoslovaquie et chaque jour, on a appris qu'il y a une petite liberté en plus. Un jour, on a pu aller voir un film français. Un autre jour, on a pu lire un roman. Cette époque n'était pas du tout démocratique, c'était aussi une dictature. Mais ce n'était pas une dictature sanglante. Et il n'y avait pas de procès politique, et s'il y en avait, c'était avec des sursis ou une année. Il n'y avait plus d'exécution. La peine de mort existait, mais seulement pour les assassins, etc. Le socialisme à visage humain, c'était le slogan que, pendant le printemps de Prague 1968, les communistes tchèques avaient donné à leur tentative de réforme. On l'appelle 68 le printemps de Prague, et c'est faux. Tout d'abord, c'était le printemps tchécoslovaque, pas Prague. Et je souligne tchécoslovaque, parce que ça se déroulait aussi en Slovaquie. Et, automne 67, où il y avait au sein du Parti communiste une certaine démocratie. Tout d'abord, la libre discussion. Bien sûr, les gens avaient peur, beaucoup, mais il y en avait qui n'avaient plus peur, ou qui avaient moins de peur, qui ont été poussés par les autres. Alors, c'était le vent de la liberté qui soufflait à partir de décembre 67. Ce jour-là, le 29 février, tous les employés de la censure, c'était plusieurs centaines, je pense, de la Tchécoslovaquie se sont réunis et ils ont voté que la censure depuis ce jour est abolie. Alors, c'était vraiment la révolution. Droit d'association, droit de voyager librement. Vous êtes pendant 20 ans enfermé dans un pays avec le rideau de fer, et là, vous avez soudain la possibilité de voyager. Le 21 août 1968, à 4h30 du matin, nous sommes avec vous, soyez avec nous. C'est le mot d'ordre des journalistes de la radio tchécoslovaque en 1968 qui appelle le peuple tchécoslovaque à résister avec eux. Et la veille, le présidium du comité central du Parti communiste était en réunion. Ils ont appris que Moscou avait décidé d'envahir la Tchécoslovaquie. Alexandre Dubček, qui était à la tête du gouvernement, décide de faire une allocution pour dire non, nous sommes le gouvernement légal, nous sommes contre l'invasion des chars du pacte de Varsovie. À 7h du matin, il y a eu beaucoup de gens ici, les gens sont venus se rassembler ici devant la radio et les chars ont commencé à débarquer. Pendant 5-6 jours, la radio a joué un rôle clé, ils ont été une sorte de substitut du gouvernement parce que toutes les personnes importantes du gouvernement étaient emmenées à Moscou. Et eux, ils sont restés ici à continuer à encourager les gens, il faut résister, il faut résister, il faut résister. Par des actes un peu de, peut-être qu'on appellerait ça aujourd'hui de la désobéissance civile, en allant offrir des fleurs aux soldats, en se moquant un petit peu d'eux quand même, mais aussi en tenant des slogans, en leur disant rentrez chez vous, rentrez chez vous. En même temps, ici, ils ont mis quand même le feu à 2 chars à 7h du matin. Mais... Le printemps de Prague n'a pas terminé par l'intervention soviétique, mais a duré au moins une année en plus. On a même fondé des organisations, syndicats pour les minorités après l'intervention. C'est resté comme un souvenir, un grand élan, un grand espoir qui a été écrasé et qui a du coup discrédité toutes les tentatives de réforme du système. On a créé une association de gauche ici à Prague et on soutenait le parti d'une manière critique. Ceux qui voulaient faire la pacification, ça s'appelait la normalisation à l'époque, la stabilisation à la soviétique, on a créé le mouvement de jeunesse révolutionnaire et nous étions arrêtés vers la fin de 69. Il y avait 19 personnes qui ont été placés devant le tribunal, devant la cour, de la détention préventive, la plupart. Et nous étions condamnés, moi, pour 4 ans. J'étais tous les 4 ans en prison. La prison n'était pas pour nous humilier, mais pour nous isoler, pour nous empêcher de continuer
Tout le monde qui n'était pas d'accord avec le régime se retrouvait ailleurs, se retrouvait dans des structures parallèles et se formait des noyaux de résistance, ça dans la culture, ailleurs dans le domaine de l'éducation ou bien dans le domaine de la politique. Ces noyaux étaient quand même encerclés et étaient par les forces de sécurité parfaitement sous contrôle. Et donc, c'est difficile de dire qui était dissident et qui ne l'était pas. Il n'y avait pas de carte d'adhérent. Il y avait plutôt des actes, des opinions et puis des figures de résistance, de dissidence comme M. Havel par exemple. C'était pour la première fois après l'écrasement du processus de démocratisation en 1968 en Tchécoslovaquie, où plusieurs éléments de la société qui n'acceptaient pas la normalisation et l'oppression, alors ils se sont réunis pour discuter quel est le dénominateur commun pour la réponse commune, pour la réaction commune contre cette oppression. Et nous l'avons trouvé. C'était les droits de l'homme. La défense des droits de l'homme. La charte n'était que la défense des droits de l'homme. Et nous n'avons jamais demandé, par exemple, le changement de la Constitution. Nous avons défendu les droits de l'homme selon les deux pactes internationaux et nous avons exigé que le pouvoir d'État qui a signé, qui a adopté, ratifié les deux pactes, il a le devoir de les respecter et de les faire appliquer dans ses propres lois, et que le pouvoir le fasse, que le gouvernement le fasse. Dans le bâtiment de la cour, il y avait 100, 200 personnes dans les couloirs, et qui était la base de la charte future. Et 4 mois après, 5 mois après, on a rédigé le texte de la charte 77, dont l'auteur principal est Václav Havel, et j'avais l'honneur de participer à la rédaction de ce texte, et même, dans mes yeux, de l'améliorer un peu. Et pour les activités dans le BONS, c'est l'abréviation tchèque des mots Comité pour la défense des personnes injustement poursuivies. Alors, nous étions arrêtés. Quant à moi, j'étais le seul qui était déjà avant en prison. Et le numéro 2 de ce procès était un certain Václav Havel, comme on dit en France, en tchèque, Václav Havel. Et il y avait, nous étions 10, ça a été arrêté, une 6 personnes qui ont été condamnées, et le reste était persécuté autrement. Mais il y avait aussi encore 5 autres qui ont été arrêtés après, condamnés, etc. C'était ma famille, c'était une petite table, ma famille était comme ça, moi j'étais là, et ici il y avait un gardien qui n'était pas gardien, c'était un agent, un officier de la police secrète, et 2 gardiens dans les coins regardaient encore. Et maintenant, si la conversation est allée vers la charte, vers la politique, etc., c'était tout de suite interrompu. Václav Havel, c'est un monsieur du théâtre, c'est un homme de l'écriture, c'est un homme de pensée. Il était toujours original par son approche. Il était très actif dans le domaine du théâtre absurde et il était toujours très engagé dans des grands thèmes de société, de politique, dans des grands thèmes liés à l'homme. Il traitait la condition humaine par le côté absurde. Et ce qu'il disait par rapport aux questions de société ou de politique, c'était toujours très éclairant parce qu'il avait un don de la parole, un don de synthèse et aussi un don de rassembler des oppositions autour de lui. Et il est devenu petit à petit porte-parole ou bien porte-plume d'une certaine réflexion de société chez nous. Il n'était pas le seul, mais il est devenu important dans une liste. Il figurait toujours parmi les gens qui faisaient autorité. Il était ouvrier à l'époque, toujours à 2 pas de la prison, car souvent emprisonné, en garde à vue en permanence,
Alors, il a pris le courage de s'asseoir et d'écrire une lettre ouverte au président de la République, qui était en même temps ancien chef du Parti communiste tchécoslovaque, donc une autorité. Contester le président, ça ne se faisait pas chez nous. C'était une autorité qui était intouchable. Et cette lettre a été comme une étincelle qui apportait de l'espoir à ce que les choses ne vont pas rester telles quelles.